Allez, on est parti pour l'aventure. On part pour le film. Allez, voilà. C'est une histoire comme on a envie d'en entendre, comme il faut en raconter dans les écoles. Le point commun à toutes nos entreprises se résume en un mot. Le plaisir. Et lui, ce qu'il aime, c'est ses salariés. J'inspire la confiance auprès de mes collaborateurs. Nicolas Framont est l'auteur d'un essai qui a fait un gros succès en librairie, Parasite, aux éditions Les Liens qui libèrent. Brice Gravel lui a montré son film Des idées de génie dans les bagages d'un grand patron, le portrait embedded de Philippe Ginestet, le fondateur des magasins Jiffy. Un grand patron atypique, autodidacte, milliardaire. Sympathique ou machiavélique ? Nicolas Framont va-t-il le classer dans les patrons parasites qu'il décrit avec férocité dans son livre ? Le débat a eu lieu au cinéma Espace Saint-Michel à Paris, après une séance du film Des idées de génie. Déjà, ça m'inspire de l'angoisse pour commencer. Et ça, c'est vraiment, je trouve que ton docu, il est fort pour ça, c'est-à-dire qu'il est quand même très immersif. Et voilà, moi j'ai ressenti beaucoup de gêne. Je pense qu'on assiste vraiment à des scènes qui sont psychologiquement hyper dérangeantes. Sur ce personnage, son caractère, sa façon de se comporter avec ses collaborateurs, le mot qui répète le plus dans le film et qui est vraiment épuisant à entendre. J'ai les poils qui se fait hérisser à longueur de temps. Le salarié n'existe plus. Ouais, il n'y a plus de salarié, il n'y a plus d'insubordination et tout ça est mis en scène. Et sa mise en scène, elle est grossière, mais en même temps, elle fonctionne parce qu'il a une espèce de... Ouais, moi je trouve que c'est un cas intéressant parce que, on en parlait juste après, on se dit il y a quand même une forme de sincérité dans son délire qui du coup le rend crédible dans sa rhétorique. Et donc oui, c'est un peu parmi nos milliardaires, parmi nos parasites, c'est le cas de l'autodidacte. Et c'est le cas de l'autodidacte, c'est toujours le plus dérangeant pour des partisans de la lutte des classes comme nous. Parce que l'autodidacte, il vient un peu défier notre grille de lecture classique, qui est de dire que globalement, et ça reste extrêmement majoritairement, les grandes fortunes françaises sont héritières de grandes fortunes qui datent le plus souvent au moins du 19e siècle, et particulièrement dans la grande distribution, c'est des vieilles familles. Voilà. Donc quand on a affaire à un autodidacte qui met en scène le fait qu'il s'est fait tout seul, en fait on est toujours hyper dérangé, parce que du coup on ne sait pas quoi en dire. Mais moi j'ai tendance à penser, tu vois, là en regardant je me suis dit, il faut vraiment... Pour éviter ce piège, il faut vraiment se dire ce qui compte, c'est pas de là d'où tu viens, mais c'est ce que tu fais, quoi. C'est un très bon communicant, quoi, mais finalement, Jiffy, c'est pas une entreprise différente de la plupart des entreprises françaises, quoi. Ça fait partie de ces multiples groupes qui ont défiguré nos villes, qui les ont vidées, généralement, qui ont vidé nos centres-villes, qui ont tué toute une partie des activités. C'est vrai que je parle de la grande distribution dans Parasite, mais la grande distribution, c'est vraiment un secteur qui détruit des emplois depuis plus de 30 ans et qu'on ne crée pas. C'est pas les créateurs d'emplois, les patrons de grande distribution. Bernard ils croient qu'il est bien dans le monde et tout. Ça, faut vraiment sortir de l'idée que c'est des méchants comme dans les films. C'est des gens qui sont de bonne foi, qui croient en leur système. Et donc la question de la bonne ou de la mauvaise foi, on va complètement l'évacuer. Tout comme la question de la moralité, est-ce qu'on a affaire à des gentils ou à des méchants, la question n'est pas là. Genre, est-ce qu'on a affaire à des gens qui produisent des effets néfastes sur la majorité de la population et de la planète ou pas? Et pour moi, là, on a clairement le cas de oui. Et après, le fait qu'il soit sympa, qu'il ait un chien adorable, qu'il ait des goûts qui soient plus proches des nôtres, ou en tout cas moins proches de ceux de la bourgeoisie, qui rendent sympathique, pour moi, c'est complètement secondaire. Et en fait, on doit, moi je crois, et je trouve que c'est un défi sur un film comme ça, et c'est bien que tu nous confrontes à ça, parce que moi je pense que la clé pour réussir une lutte des classes, c'est d'arriver à se séparer de l'empathie qu'on a à l'égard de ces gens-là. Parce qu'eux n'en ont aucune envers nous, aucune, vraiment. Et donc il faut vraiment comprendre ça, et nous, il faut qu'on arrête d'en avoir autant pour eux, parce qu'on en a énormément. Pourquoi ? Parce que la fiction, les informations nous montrent beaucoup plus eux que nos semblables, criminalisent nos semblables et les valorisent eux. Et du coup, en fait, on a spontanément un amour plus grand pour eux. Et quand en plus ils ont un parcours dit atypique comme lui, c'est sûr, on est tous... Et en plus, il hurle sur personne. Enfin, moi, je me suis dit, à un moment, il va hurler sur quelqu'un, ça va faire du bien, parce que du coup, je vais pouvoir me séparer de cette sympathie que j'ai pour lui. Mais alors, du coup, on va faire cet effort-là, et sinon, on n'y arrivera pas, quoi. Enfin, moi, je crois. J'avais une question, oui, donc par rapport à J'aime ma boîte, parce que moi je m'y étais intéressé il y a 2 ans, et à l'époque j'avais découvert par ce biais-là quelqu'un qui s'appelle Philippe Ginestet,
Oui. C'était le patron de Jiffy. Et là, je m'étais dit, c'est ça le patronat du 21e siècle. Et j'avais regardé un peu des vidéos ensuite, et c'est quelqu'un que ses salariés, entre lui et ses salariés, c'est plus que de l'amour là. C'est incroyable. C'est une histoire comme on a envie d'en entendre, comme il faut en raconter dans les écoles. Il balayait les marchés. Il a bac -4 ou -6. Et vous savez quoi? Il s'est dit, entreprendre, c'est un risque. Il faut que je gagne un peu d'argent. Il avait besoin d'entreprendre. Et cette histoire est merveilleuse. Et il dit, où est-ce qu'on doit gagner de l'argent? C'est un endroit où on prend des risques. Il réfléchit. Il se propose, il y avait une petite annonce, pour installer des fils, vous savez, tout en haut des poteaux. Je ne sais pas ce que c'était, EDF ou je ne sais quoi. Et où on prenait des gens qui n'avaient pas le vertige pour monter en haut. Il n'avait jamais monté une échelle. Il y va. Et le type lui dit, voilà, je vous engage si vous arrivez en haut. Il monte à la 6e marche. Il dit, c'est une horreur, et il regarde en haut. Et là, il serre les dents, il se dit, si je n'ai pas peur à la 5e marche, pourquoi aurais-je peur en haut? Il serre les dents, il monte, il a le boulot, il a de l'argent, il a les premiers sous pour après commencer la boîte. Moi, mais on devrait en raconter toute la journée des histoires de types comme ça. Mais quand elle raconte son histoire, c'est marrant que tu aies fait raconter son histoire par elle, parce que elle, c'est vraiment la caricature de la bourgeoise. Enfin, c'est une aristocrate, elle a ses cheveux là, de bourgeoise et tout. Enfin, elle est complètement, voilà, c'est un stéréotype vivant, cette femme-là. Et elle raconte avec une forme de condescendance bienveillante typique de la bourgeoisie, quoi. Ça l'amuse, elle raconte une histoire qui est probablement montée de toutes pièces comme le reste, quoi. Histoire de poteaux électriques, enfin, si on devenait riche en bossant pour EDF, ça se saurait, quoi, c'est n'importe quoi. Elle a pris un bout de la légende. Oui. Mais en fait, tous ces mecs se font des légendes à chaque fois. C'est-à-dire que moi, pour bosser à chaque fois sur les autobiographies, du coup, j'ai pas du tout travaillé sur lui. Mais en fait, à chaque fois, c'est complètement inventé. T'as ça aussi avec la famille Leclerc, quoi. La famille Leclerc, c'est des petits épiciers bretons qui se sont faits tout seuls. Il y a Gérard Mullier, le patriarche du groupe Auchan, c'est pareil, c'est genre j'ai monté un magasin comme ça, voilà, ça m'a pris. Voilà, j'ai pris des risques. Bon, en fait, il a eu un chèque de son papa qui était lui-même héritier des industries textiles fil d'art dans le nord de la France. Alors voilà, c'est quand même des gens qui avaient de l'argent à la base, il n'y a pas de secret dans le capitalisme, il faut du capital, voilà. Donc, ils ont beau raconter des histoires de poteaux électriques, de vertiges, d'échelles et tout. C'est toujours, en plus, l'histoire est toujours la même, quoi. C'est comme sur les grands récits monothéistes, il y a toujours les mêmes trames, il y a toujours un bébé abandonné dans le lit, c'est pareil. Il y a toujours un type qui, à un moment donné, a vu une échelle et monté, s'est dit, voilà, si j'ai monté l'échelle, je peux... C'est sur des anecdotes, c'est vu et revu, quoi. Oui. Mais en plus, ce qui est étonnant, je pense, en plus, c'est tout le discours de dire, même Macron, c'était en 2015, qui disait il faut que les jeunes rêvent de devenir milliardaires. Ouais. Et ce qui est un peu sadique, parce qu'en fait, statistiquement, il y a 50 milliardaires, en fait, donc déjà, les places il y a très peu de places, et surtout, sur les 50, il y a 80%, c'est des héritiers, donc en fait, ça veut dire qu'il y a peut-être 5 places à prendre, et surtout, en fait, une fois qu'ils sont milliardaires, ils ne laissent pas leur place tous les ans, donc c'est ça. Statistiquement, si les 50 laissaient leur place tous les ans, il y aurait une chance sur 300 000, je crois, d'être milliardaire. C'est ça, et c'est pas le cas, genre ils transmettent ces places à leurs enfants. Oui, c'est ça, l'étude du Financial Times de 2021 dit qu'en France, 80% de la fortune des milliardaires est héritée. Donc il reste que 20% qui n'est pas hérité, donc qui est lié à l'exploitation du travail des autres. Bon, voilà, il n'y a rien de... Mais oui, c'est complètement délirant, comme le récit de Macron est délirant. J'aime bien, parce que Macron, il apparaît régulièrement, parfois, il pop dans le... Moi, j'étais là, le tournage commence, il vient d'être élu, et... Oui. Et ça raconte aussi, quelque part, aussi, le macronisme. Ce que nous avons à conduire ensemble, c'est une révolution en profondeur. I want France to be a start-up nation. La France est un pays d'entrepreneurs, c'est un pays de start-up. Mais je veux que ça devienne aussi un pays de licorne. Merci mes amis. Non, on peut sortir de l'analyse morale du truc, parce que par ailleurs, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez charmant et tout. Il n'y a aucun moment il pète des câbles. J'ai vu bien pire comme patron toxique, atroce. Un mec comme Patrick Pouyanné, c'est notre député public, c'est quelqu'un qui hurle sur ses casques, qui leur balance les dossiers papier à la figure et tout. C'est Le Monde qui le dit, donc c'est vrai. Hein. Et là, c'est pas le cas. Donc je suis d'accord avec toi, on peut tout à fait imaginer qu'il est sympathique. Mais moi, pour sortir des grilles de lecture morale, pour moi, c'est un patron comme les autres, dans la mesure où il exploite des gens. Son activité est profondément nocive sur le plan écologique et social. Enfin, Jiffy, il n'y a rien de plus catastrophique en termes de... Voilà, nous vendre des objets inutiles, produits dans les pires conditions, qui traversent le globe. Enfin, c'est vraiment des boîtes qui ne devraient pas exister.
Donc oui, pour sortir... moi, je trouve que ça parle du macronisme, parce que derrière, on voit Macron, etc. Et parce que ce genre de boîte a bénéficié à fond de toute la législation macroniste, qui notamment a organisé le retrait des salariés, la facilité de licenciement, des plans de reprise comme ça, etc. Après, en tant qu'humain, ouais, mais... C'est un système, c'est pas un humain. Oui, mais tu montres quand même l'humain. Oui, oui. Avec sa femme qui a l'air hyper sympa, avec le petit chien, trop mignon. Mais là où moi je trouve ça macroniste, ou en général dans cette période du capitalisme qu'on vit, c'est qu'en fait, il y a toujours un discours qui consiste à faire passer l'entreprise pour autre chose qu'elle l'est, quoi. C'est-à-dire qu'une entreprise capitaliste, actuellement, ça sert à faire du profit, c'est tout. Enfin, sa seule valeur, ils n'arrêtent pas de parler de valeur à longueur de temps, mais la valeur d'une entreprise sous le capitalisme, c'est de faire du profit pour les actionnaire. Et tout est mis en ordre pour ça, et c'est le cas aussi de Jiffy. Et en fait, moi, ce que je trouve vraiment très hypocrite, puis même moralement discutable, c'est cette façon de toujours faire passer ça pour autre chose, quoi. À pas arrêter de dire le patron, on voit quand il est reçu par le cercle des entrepreneurs, je sais pas quoi, ils disent un parcours humaniste, ils sortent ce mot. La réussite, oui. Ouais. Oui. Il n'y a aucun moment, c'est très rare dans ces magazines qui disent magnifique patron qui a un fonceur qui dégage plein de thunes et c'est son but dans la vie. Alors, si ce n'est le classement annuel de Forbes, oui, voilà. qui est quand même. À la fin, c'est quand même des gens qui se classent entre eux sur leur fortune. Personne ne fait ça dans la vie courante. Personne, entre amis, ne se classe son salaire. Peut-être qu'on le fait implicitement, mais on ne se fait pas un magazine pour ça. Non. Les riches, eux, font ça. Donc en fait, on voit bien que la thune, c'est cardinal. Et d'ailleurs, quand ils parlent, au-delà de ses valeurs humaines, quand ils te racontent ce truc au casino, là. Il parle de thunes avec des étoiles dans les yeux, il est quand même très obsédé par l'argent aussi, quoi. Enfin, je pense que c'est le moteur. C'est un capitaliste qui est parti de rien, ça c'est vrai. Je pense que il parle. En fait, lui, il n'y a pas une action qui soit pas pour gagner de l'argent. Et d'ailleurs, quand on lui a montré le film, donc lui, il trouvait que c'était pas exactement ce à quoi il s'attendait, mais surtout, il disait, moi, je vous ai dit oui, je vous ai ouvert mes portes parce que j'avais envie que vous réussissiez dans le business. Mais il était vraiment très sincère dans le sens vous allez faire un film, ça va marcher et vous allez gagner de l'argent. Et je lui disais bah non, enfin en tout cas moi j'ai pas du tout fait pour l'argent parce qu'il n'y a pas pire business que le long métrage documentaire qu'on commence en 2017. C'est vraiment un très mauvais investissement. Et en même temps il n'arrivait pas, il entendait pas ça et il rigolait en disant en gros fous-toi de ma gueule quoi parce que évidemment si tu l'as fait c'est pour gagner de l'argent parce que tu peux pas faire autre. L'action est faite forcément pour faire du profit. Et ça fait 30 ans que son logiciel est comme ça. Bien sûr. Ce qui s'explique. Imaginons une fraction de seconde qu'un des deux entrepôts, un des deux, le nord ou ici, se mette en grève. Comment on fait là? Dans la bonne période, tiens, comme par hasard. Comment on fait là? On est tous mal, hein. Il faut être très très vigilant, il faut réfléchir à ça. Il faut mettre les gens dans des conditions de travail extrêmement favorables. Il faut qu'ils aient des vestiaires agréables, il faut une table de ping-pong pour qu'ils puissent se délasser, leur faire un endroit où ils peuvent... voilà, c'est pas grand-chose. Puis ils se sentent bien, ils se disent, tiens, plutôt que d'aller travailler là ou là, qu'est-ce que je suis bien chez eux. Bon, alors ils viennent pas en vous embrassant, c'est parce qu'on leur demande non plus. Mais tu vois, il y a une scène que je trouve hyper forte, là, c'est ce moment où il est dans le sud de la France, je crois, et que tu as ce cadre qui lui dit imagine si l'entrepôt Intel se met en grève, on est vraiment dans la merde. Je pense que c'est important de voir ça, parce que ça veut dire qu'aussi, ils ont quand même toujours cette peur de la grève, et parfois, ils ont même plus peur de la grève que nous, on croit que la grève peut faire. Il y a plein de gens, même de gauche, qui disent les grèves, ça marche plus. Je trouve que ce genre de moment, ça montre qu'ils en ont peur. Et du coup, effectivement, ils développent des techniques de management basées sur les baby-foot, les espaces de robots, et une espèce de mantra de « je vous aime », etc. C'est super gênant, mais visiblement, si toi tu l'as fait plus près, on a quand même l'impression que ça marche pas mal, quoi. Moi, juste, j'avais une question plutôt pour Nicolas Framont, c'était... moi, ce qui m'a marqué dans le film, c'est qu'il a des goûts de merde. Enfin, quand on voit sa maison, le château qui est absolument immonde. Et je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve chez tous les bourgeois, ou est-ce que lui, c'est un nouveau bourgeois qui n'a pas encore les codes de la bourgeoisie Non, mais je pense que c'est sûr qu'on peut faire cette analyse, quoi. Là, on voit son côté autodidacte, c'est-à-dire que quand tu feuillettes, moi j'achète Challenge régulièrement, où il y a toujours ils montrent toujours les châteaux que rachètent les uns et les autres, etc. Et la bourgeoisie française, elle a historiquement toujours voulu imiter plutôt l'aristocratie. Donc pour elle, le bon goût ultime, en fait, c'est Versailles, c'est pour ça qu'ils adorent faire des fêtes à Versailles. Et là, lui, on voit qu'il n'est pas du tout là-dedans. Genre, son château, c'est quand même pas Versailles, quoi. C'est du violet et tout. Donc là, je pense que c'est ce qui le rend attachant, en fait, pour des gens qui regardent. En fait, moi les parties que j'ai trouvées attachantes de lui, c'est qu'il n'a pas les goûts de la bourgeoisie.
Et je pense que ça doit marcher auprès de ces salariés à fond. Parce que ces salariés, c'est des gens qui font partie des classes laborieuses, etc. Ils sont accueillis par ce mec qui est hyper fan du collier, qui se promène avec ses mini-shorts et ses t-shirts flashy et tout. C'est vrai que du coup, il a l'air hyper proche d'eux. Et c'est ça qui le rend plus dangereux en tant que patron. Parce qu'il n'a pas cette distance qui fait qu'on va le détester. Et je pense qu'en fait, dans une lutte des classes, on a intérêt à détester son patron. Et que les pires patrons, c'est ceux qu'on aime, quoi. Tu vois, quand même, dans ton film, il y a quand même des scènes... Enfin, si on vivait dans une démocratie, par exemple, ce serait choquant, tu vois. Bon, c'est pas le cas, donc ils sont tranquilles. Mais tu sais, quand tu vois cet ex-député qui est en mode, bon, bah, t'investis dans mon business, moi, pour l'instant, je vais parler à ma contact à l'ARS, au ministère de la Santé, puis comme ça va rouler, quoi. Enfin, ils sont quand même à ce degré de tranquillité, quoi. Bah, c'est vrai qu'historiquement, les comités d'entreprise mettaient en place, justement, en fait, la partie bien-être, entre guillemets, ou loisir d'une entreprise était gérée par les salariés eux-mêmes. Et du coup, ne pouvait pas être manipulable par les employeurs. Et en fait, à partir du moment où tu brises ça, ce qui a été le cas dans beaucoup d'entreprises, et effectivement, dans la grande distribution, le système de franchise fait que les magasins ne franchissent pas le seuil à partir duquel tu as un comité d'entreprise significatif. C'est autant de petites unités de production qui ne permettent pas en fait, de l'obtenir. Et c'est vrai que du coup, c'est l'employeur qui se substitue au comité d'entreprise pour proposer des choses, mais de façon beaucoup plus orientée, avec un objectif de renforcer la subordination. Ça, c'est assez clair. Alors, normalement, les comités d'entreprise et leurs loisirs, parce que les œuvres sociales des comités d'entreprise, c'était des trucs d'émancipation, quoi. C'était l'accès à des colonies de vacances, à des loisirs ordinairement réservés à des gens plus aisés, etc. Ça a été là, c'est plus le côté faire du poker comme le patron, reproduire le modèle du patron. Enfin, voilà, c'est tout faire. En fait, c'est fait. Tout est fait pour que faites comme moi, en fait. Ouais. Suivez le modèle. Nous allons devoir encore lever des freins, notamment les syndicats, qui peuvent avoir du mal à comprendre les actions demandées pour redresser l'entreprise et qui parfois colportent des contre-vérités qui vont à l'encontre de l'intérêt de l'entreprise et de ses salariés. Ils ont du mal à croire que nous ne licencierons personne. Et pourtant, c'est vrai. Mais vous savez, je les comprends. Ils n'ont jamais eu l'habitude d'avoir en face d'eux un patron qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. En général, du syndicalisme ou de la représentation du personnel, c'est lié à des effets de seuil. Par exemple, au-dessus de 11 salariés, par exemple, il faut qu'il y ait un délégué ou une déléguée du personnel. Si tu as une entreprise de moins de 11 salariés, il n'y a pas de représentation obligatoire, il n'y a pas d'élection. Donc en fait, le patronat a toujours intérêt à avoir des plus petites unités de production parce que ça lui permet de contourner toute la législation. Par exemple, au-delà dans le secteur privé, au-delà de 50 salariés, 50 salariés, il faut avoir un CSE, donc un comité social et économique, et le CSE a une série de pouvoirs liés au fait qu'il y a 50 salariés, notamment le pouvoir de faire venir un expert indépendant, le pouvoir de pouvoir être formé, le pouvoir de pouvoir être associé à un certain nombre de décisions. Alors c'est de moins en moins le cas parce que Macron a visé ça de sa substance, et tu vois, du coup, en fait, un grand groupe a plutôt intérêt à avoir, plutôt que 5000 salariés et du coup un énorme CSE, des sections syndicales, etc., il a plutôt intérêt à avoir finalement des centaines d'entreprises de moins de 50 salariés parce que ça lui permet de contourner énormément de législation. Tu sais, c'est des trucs petits, mais par exemple, un local de restauration, c'est obligatoire, pareil, dans une entreprise de plus de 50 salariés. Donc en fait, en dessous de 50 salariés, l'employeur n'est pas obligé de fournir un local pour se restaurer aux salariés qui sont obligés de manger dans leur voiture, sur le parking, sur un banc dehors, etc. Et ça, les macronistes ont beaucoup joué là-dessus, c'est-à-dire que plus ça va, plus ils élèvent les seuils, c'est-à-dire que c'est de plus en plus compliqué maintenant d'avoir des droits, il faut être de plus en plus nombreux. Et ça, évidemment, quand tu es salarié, tu ne peux pas jouer là-dessus, c'est pas toi qui décides combien tu veux être. D'où le système des franchises dans le commerce, ça a permis vraiment à la grande distribution, mais pas que, de contourner, en fait, d'éviter le syndicalisme. Parce que du coup, c'est beaucoup plus facile de se syndiquer quand tu es dans une boîte de 100 ou de 1000 personnes que quand tu es dans une boîte de 10 salariés. Tu vois. Les petites boîtes ont une très faible taux de syndicalisation, n'ont pas de droits. En fait, tu as moins de droits en tant que salarié quand tu es dans une petite boîte que dans une grosse. Et c'est vrai qu'il y a ce cliché en France de dire finalement, c'est mieux de travailler dans une petite boîte parce que c'est plus facile de dire les choses. En fait, non. D'ailleurs, c'est prouvé dans les grosses entreprises du secteur privé, les gens sont en général en moyenne beaucoup mieux payés que dans les petites boîtes de moins de 10 salariés. Mais tu vois, du coup, quand les politiques disent en France, il y a une majorité de TPE-PME, alors déjà, la majorité, il y a énormément de salariés qui sont dans des grandes entreprises parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus de salariés, mais en plus, de quoi on parle réellement?
Est-ce qu'on parle d'entité d'un grand groupe de franchise ou est-ce qu'on parle vraiment de petites entreprises? Mais moi, je dirais que c'est même plus un critère qu'il faut prendre en compte, parce qu'en fait, ça ne veut rien dire de la qualité des conditions de travail dans l'entreprise, quoi. Mais c'est vrai que quand tu penses à cette histoire d'inégalité de salaire, ça rend fou. Parce qu'en fait, effectivement, s'il dit que c'est la grande distribution, c'est-à-dire que les gens sont payés comme des merdes, vraiment. Dans les magasins Jiffy, les gens sont, à mon avis, extrêmement mal payés, sans doute moins qu'à Carrefour ou à Leclerc. Donc ça veut dire qu'il n'arrête pas de dire j'aime mes salariés et tout, mais ça veut dire que concrètement, en période d'inflation, en période de Covid, il les maintient à 1300 nets, Oui, je pense que 1200 nets pour certains, sachant que c'est des structures où il y a énormément de temps partiel subi, donc ça veut dire plutôt de 800 € par-ci par-là. Et le mec, il a 3 milliards de fortune. Enfin, quel type d'amour permet ça? Et surtout, dans 3/4 des cas, c'est même pas de sa faute, puisque c'est des petits patrons qui payent la franchise. Donc, ouais, mais c'est un système. C'est un système le système de la franchise. Je ne parle même pas des ouvriers qui, en Chine, produisent ces trucs-là. Évidemment, c'est les absents du séminaire de motivation. Ah oui, eux, ils sont pas là. Mais c'est eux qui font la fortune de Jiffy, quoi. C'est aussi les marins des porte-conteneurs qui les emmènent, qui appartiennent à des grandes sociétés, etc. En fait, c'est des dizaines de milliers de personnes qui subissent des conditions de travail effroyables pour qu'à la fin, Philippe Janesté puisse être dans son yacht et organiser son séminaire de motivation. C'est ça qu'il ne faut pas oublier tout ça, parce que si on oublie tout ça... non, mais je sais, mais parce que en fait, c'est exactement ce que ça produit. Enfin, moi, j'ai eu ce truc, c'est-à-dire que tu vois la personne, tu le vois être gentil et tout, et tu oublies qu'en fait, derrière, il y a un chaînon de souffrances humaines et planétaires. Parce qu'en fait, c'est des groupes comme Jiffy qui nous emmènent dans le mur, quoi. Alors qu'en plus, ils ont tous eu la même idée de génie en même temps. Enfin, moi, je trouve ça bidon dans leur narration. C'est qu'en fait, le tournant du moment où ils sont allés produire des trucs en Chine, toutes ces boîtes ont fait ça en même temps. Et ils arrivent tous individuellement à présenter ça comme leur petite idée qu'ils se sont eu un matin. En regardant, je sais pas, un reportage sur Arte sur la Chine, quoi. Enfin... Les pires patrons sont ceux qu'on aime. Voilà une remarque de Nicolas Framont qu'il nous faut méditer dans ce monde où le visage du patron ne ressemble plus à la caricature avec haut de forme et gros cigare. Il est fort possible qu'au XXIe siècle, la lutte des classes continue. Merci à Nicolas Framont et à Brice Gravel. Merci à toute l'équipe de l'Espace Saint-Michel pour leur accueil toujours aussi formidable. Et pour en savoir plus sur la sortie du film Des idées de génie dans les bagages d'un grand patron, vous trouverez tout sur le site dédié desidéesdegénie-lefilm.fr ou encore lesmutins.org. Parasite de Nicolas Framont était publié aux éditions Les Liens qui libèrent.